Bonsoir Paul et merci d'être avec nous ce soir. Merci à toi. Donc, tu es syndicaliste à la FSU et tu es secrétaire général du SNPI FSU. Moi, ma première question, elle est de savoir quel est l'état d'esprit des professeurs aujourd'hui alors qu'on est à une semaine de la date annoncée par Édouard Philippe de sortie progressive du déconfinement qui doit coïncider avec l'ouverture d'une partie des écoles. Alors, je crois que l'état d'esprit des professeurs, il a un point commun avec l'état d'esprit de l'ensemble des Français, c'est-à-dire que dans l'extrême complexité de la situation qui est la nôtre, tout le monde ne pense pas pareil et beaucoup de gens ne savent pas très bien comment en fait il faut arriver à essayer de tenir à la fois une nécessité absolue qui est de pouvoir continuer à vivre, mais en même temps une autre nécessité absolue qui est de le faire en faisant en sorte de permettre le plus possible à ce que la santé de nos concitoyens ne soit pas menacée par ce virus. Hier, il y a l'ensemble des maires de la région Île-de-France qui ont adressé une lettre au président de la République en demandant un report de la date d'ouverture des écoles, en estimant qu'aujourd'hui le calendrier était à marche forcée et qu'elles n'avaient pas les moyens d'assurer la sécurité. En vérité, avec le protocole sanitaire qui a été simplement transmis le 2 mai, est-ce que le calendrier il était tenable à la fois pour les collectivités et pour l'éducation nationale de permettre une reprise dans des conditions de sécurité absolue? Alors, ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que ce protocole, c'est plutôt quelque chose d'utile, puisque il y a très clairement des indications précises qui sont faites pour les directeurs d'école, pour les enseignants, pour les maires, pour les inspecteurs, qui disent quelles sont les conditions nécessaires pour qu'on puisse à nouveau accueillir des élèves dans les écoles. C'est un protocole qui est contraignant, mais ça, c'est plutôt une bonne chose qu'il soit contraignant, puisque c'est là que se trouvent justement les conditions d'une sécurité sanitaire à laquelle, évidemment, nous aspirons tous. Mais il y a plusieurs niveaux de problèmes. Tout d'abord, il y a un problème qui est que la situation n'est pas la même partout en France et que cette date de retour à l'école, elle a été fixée uniformément pour tout le territoire, alors qu'évidemment, dans des secteurs où le virus est beaucoup moins présent, les choses ne se présentent pas de la même manière que dans des endroits qu'on dit donc maintenant les départements rouges, comme par exemple ceux de la région parisienne, où les choses sont très très complexes. On comprend donc que des maires puissent s'inquiéter, et je crois que s'ils s'inquiètent, ce n'est pas une position a priori qu'ils ont eue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé comme ça que non, c'est trop compliqué, on ne le fait pas. C'est que là, depuis un certain nombre de jours, ils sont en train de mesurer ce que représente la mise en œuvre de ce protocole. Parce que bon, s'il a été publié que hier, en définitive, ça fait déjà plusieurs jours qu'on en connaît la plupart des éléments. Donc, ce que ces maires découvrent, c'est qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas tenir. Et d'une part, ils ne souhaitent évidemment pas engager leur responsabilité sur des choses qu'ils ne pourront pas tenir, mais aussi d'autre part, ils ont un engagement moral, éthique vis-à-vis de leurs concitoyens qu'ils ne souhaitent pas mettre dans des situations qui pourraient s'avérer être des situations de mise en danger des enfants, donc de leur famille. Et cela explique qu'un certain nombre de maires disent aujourd'hui, on pense qu'on n'y arrivera pas. Là aussi, il faut qu'on entende bien tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas question aujourd'hui de n'entendre qu'une partie des discours tenus. Moi, j'ai entendu le Premier ministre dire que cette reprise, elle devait être progressive, que sa progressivité, c'était même la condition de la sécurité, la condition de la sûreté des garanties sanitaires. Eh bien, écoutons ce que disent les maires. Les maires disent on a besoin de davantage de temps. Eh bien, dans les endroits où les maires le disent, il faut les écouter, il faut les entendre. Et la question qui peut se poser, effectivement, c'est raisonnablement quelle rentrée on peut faire le 11 dans les zones rouges. Et puis, le deuxième aspect qu'il y a dans ce que disent les maires, mais on va peut-être y revenir après, c'est la question de qui on accueille à l'école. Effectivement, il y a une question qui revient dans ces ouvertures des écoles, c'est la question des moyens, parce qu'on a beaucoup parlé des masques, on a beaucoup parlé des tests depuis le début du confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État est en capacité de garantir le nombre nécessaire de masques, de gel, de liquide, d'endroits pour se laver les mains, y compris de tests à l'égard des anciens et des enfants, pour assurer un niveau de sécurité? Ça, c'est une interrogation qu'aujourd'hui on n'a pas, et on se rend compte qu'il peut y avoir aussi une disparité entre les territoires.
Oui. Alors, déjà, remettons en face de chacun ce que sont les responsabilités. C'est-à-dire que la responsabilité de fournir du gel, de fournir du savon, de fournir des serviettes jetables, de même que la responsabilité très lourde à organiser, d'assurer la désinfection des salles, etc. Tout ça, ce sont pour les écoles, pour le premier degré, hein, pour les écoles maternelles et élémentaires, tout ça, c'est la responsabilité des communes. La fourniture de masques pour les personnels de la municipaux, c'est aussi la responsabilité des communes. Mais la fourniture de masques pour les personnels de l'éducation nationale, ça, c'est l'éducation nationale. Pour ce qui est des tests, pour l'instant, le protocole ne s'engage pas sur cette question-là. Alors, oui, il y a d'abord un constat qu'on est obligé de faire. C'est-à-dire que depuis le début de cette crise, il y a des questions qui ne sont pas véritablement résolues. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en France, on a été nettement moins à même de répondre, par exemple, à la question des masques que dans bien d'autres pays. Mais ce n'est pas qu'une question matérielle. C'est aussi qu'aujourd'hui, nous devons constater une chose, c'est qu'une partie de la population française a un vrai problème de confiance avec le discours politique qui est tenu. Car rappelez-vous, on nous a dit à un moment donné qu'il n'y avait aucun problème, qu'il y aurait autant de masques qu'il faudra. Puis on nous a dit après qu'en fait, non, les masques, c'était pas bien. Moi, j'ai même entendu des discours institutionnels sur la question des masques, que c'était dangereux même de porter des masques quand on était enseignant. Et puis maintenant, on est en train de penser que c'est une nécessité. Il semblerait que dans les services déconcentrés de l'éducation nationale, il y ait ce qu'il faut pour au moins pouvoir assurer les premiers jours et les premières semaines. On va voir. Une chose est sûre, c'est que le protocole va, de ce point de vue-là, avoir un énorme avantage. Si jamais les conditions matérielles ne sont pas réunies, la reprise de l'activité scolaire ne peut pas se faire. C'est le principe du protocole. Hein, il faut pas, ce ne sont pas en définitive les personnes qui vont décider comme ça, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas. Non, c'est l'examen objectif. Est-ce qu'on a, oui ou non, la possibilité de mettre en œuvre ce protocole? Et si on ne l'a pas, eh bien, il n'est pas question de mettre en danger les personnes dont nous avons la responsabilité. En gros, c'est ça que dit la lettre des maires. Ils disent, on a examiné la situation, nous ne sommes pas certains de garantir la sécurité. Il est de notre responsabilité, dans ce cas-là, d'interroger le président de la République, et c'est ce qu'ils font à travers cette lettre, d'interroger le président de la République sur la possibilité réelle ou pas de faire l'ouverture, notamment dans les zones rouges, le 11. Ouais, une question qui a été beaucoup mise en avant par le gouvernement pour justifier la réouverture de ces écoles, c'est la question de rupture d'égalité, notamment via le décrochage numérique de certains enfants. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que c'est la vraie raison de la réouverture des écoles? Est-ce qu'elle est vraiment derrière cette réalité des inégalités? Alors bon, là aussi, il y a plusieurs registres, si je peux dire, de réponse. Faisons déjà un constat dans l'immédiat. Si jamais cette annonce qui était faite de vouloir absolument reprendre dans une perspective qui était sociale, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut que s'étonner que la manière avec laquelle cette reprise se fasse, en définitive, cherche assez peu à garantir que ce sera ce public qui sera le public visé. Car en affirmant le volontariat des familles, le président de la République ne semble pas tout à fait avoir comme priorité première celle des élèves qui présenteraient des difficultés particulières. Bon, je sais que la situation est compliquée. Je sais qu'il ne suffit pas, c'est évidemment là, comme ça, c'est facile de dire les choses. En fait, dans la réalité, tout est beaucoup plus compliqué. Mais tout de même. Est-ce que là, on voit se développer de manière essentielle quelque chose autour de cette attention particulière pour les élèves en difficulté? Je suis loin de le constater partout et je suis loin de constater que l'injonction qui est aujourd'hui donnée aux écoles soit centrée là-dessus. Je crois qu'elle est plutôt centrée sur le fait vraiment de redémarrer l'accueil des élèves. Bon, après, il y a une autre raison, une raison dont malheureusement personne ne veut parler comme si on en avait honte, mais qui est une raison qu'il faut affronter. C'est-à-dire que oui, le confinement, c'est un vrai problème économique, mais on peut le lire à des niveaux divers. C'est-à-dire que oui, on peut le lire effectivement en considérant qu'il y a des gens qui ont tenu des discours indignes, c'est-à-dire qui, dans une situation comme celle-là, n'ont pensé qu'à leur profit particulier. Mais il y a aussi des gens qui ont parlé de la question du redémarrage de l'économie dans une perspective qui est aussi celle de l'intérêt des travailleurs et du fait qu'aujourd'hui, nous le savons, un certain nombre de personnes sont dans des situations très compliquées, très difficiles et dans lesquelles même leurs revenus sont fortement menacés.
Donc, cette question économique n'est pas une question qu'il faut mépriser, pas une question qu'il faut comme ça dire oh non, ça n'a pas d'importance, on s'occupe juste. Non, elle fait partie de la donne. Mais malheureusement, il y a une hypocrisie totale. Une hypocrisie totale parce que, en définitive, allez, on constate qu'on s'intéresse d'abord à vouloir remettre à l'école les enfants les plus jeunes, c'est-à-dire en fait ceux qui ne peuvent pas se garder tout seuls. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que la raison première pour laquelle on reprend l'école, c'est la relance, la reprise de l'activité dans les entreprises. Mais ce n'est pas une honte de vouloir que les entreprises se mettent à redémarrer. Mais dans ce cas-là, il y a une chose qui est claire et nette, c'est qu'à ce moment-là, la question de l'assurance absolue de la sécurité sanitaire est une question incontournable. Car si jamais, à un moment donné, on négligeait la question de la sécurité sanitaire uniquement dans une perspective de reprise économique, alors là, nous serions dans une situation qui ne correspond pas aux choix fondamentaux de notre société. Parce que ce que notre société choisit aujourd'hui, de manière fondamentale, c'est de respecter la vie, de vouloir que les uns et les autres, nous puissions continuer, une fois que ce virus sera dépassé, que nous puissions continuer à vivre. Il n'est pas question, c'est en tout cas pas l'état d'esprit de la population, il n'est pas question de considérer qu'une partie de la population doit se sacrifier. Ça ne peut pas être ça, la logique. Et donc, là, il y a un doute fondamental, y compris dans la tête d'un certain nombre d'enseignants qui nous disent oui, bien sûr, je sais que mon travail, c'est de reprendre. Je le sais bien. Et je crois que les enseignants, depuis le début du confinement, ont montré leur profonde volonté à assumer leurs responsabilités dans le service public. Ils ont montré, en organisant l'enseignement à distance, ils ont montré combien ils étaient attachés à leurs élèves, combien ils étaient attachés à l'intérêt général. Tout ça, c'est clair et c'est net. Donc aujourd'hui, ceux qui voudraient nous expliquer qu'en fait, quand des enseignants questionnent la sécurité de la reprise, ça serait la preuve d'un faible engagement de la fonction publique dans les questions d'intérêt général, les gens qui disent ça feraient mieux de se taire, parce que la réalité, elle n'est pas là. Mais par contre, il est légitime de s'interroger sur la sécurité, c'est normal. Vous voyez, parce que là aussi, les situations elles vont être très différentes, suivant les uns et les autres. Entre un enseignant de milieu rural qui va prendre sa voiture pour aller dans une petite école où il n'y aura pas beaucoup d'élèves, et puis un enseignant de la Seine-Saint-Denis qui va devoir prendre des transports en commun, dont il ne vous a pas échappé que même la SNCF et la RATP disent aujourd'hui publiquement leur immense inquiétude sur la possibilité de les organiser dans des conditions de sécurité minimales. Donc tout ça fait que cette question devient tout d'un coup très complexe, que les enjeux sont des enjeux qui s'entrecroisent, mais dans lesquels malheureusement on reconnaît quelque chose qui est une stratégie habituelle du néolibéralisme. C'est de toujours vouloir nous parler de questions de justice sociale quand en fait les enjeux ne sont pas fondamentalement cela. Car après tout, ce qu'on aurait envie de dire, c'est que si jamais la priorité de notre école doit être véritablement la difficulté d'un certain nombre d'élèves, et notamment d'élèves des milieux populaires, à pouvoir réussir, cela demanderait une politique à long terme, une politique continue, dont une des premières conditions serait de ne pas vouloir réduire l'engagement de l'État, et notamment l'engagement financier de l'État dans les services publics et dans l'action publique. Ce n'est pas tout à fait le choix qu'a fait ce gouvernement, notamment avec la loi de transformation de la fonction publique, et aussi avec une réduction de postes, dont le récent rapport de la Cour des comptes nous montre qu'en fait, à l'Éducation nationale, on a encore supprimé plus de postes que ce qu'on avait annoncé, tout ça sous un discours en fait où on nous fait croire, parce qu'il y a des CPA 12, qu'on a fait un effort extraordinaire en matière de moyens pour l'école. Non. Aujourd'hui, nous ne faisons pas un effort suffisant en matière d'école. Nous ne le faisons pas, et qui le paye, cette insuffisance d'effort? Eh bien évidemment, ce sont les enfants des quartiers populaires, ceux qui auraient besoin de beaucoup d'accompagnement, de beaucoup d'aide pour pouvoir construire une relation forte avec l'école, parce qu'on sait bien que l'école, elle est plus difficilement accessible pour eux, notamment parce qu'il y a des questions d'écart culturel, de différences culturelles entre l'école et les milieux populaires, et que tout ça, ça demanderait une vraie bagarre, une bagarre de moyens, une bagarre de formation aussi des enseignants qui ont besoin d'être formés à ces questions-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, la quasi-totalité de la formation des enseignants, elle est centrée sur l'accompagnement des réformes du ministre et pas sur le développement des compétences professionnelles des enseignants, à mieux assurer l'enseignement auprès d'enfants qui ont des difficultés. Tu viens de l'évoquer, effectivement, Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer n'ont pas montré un attachement fondamental à l'école républicaine depuis leur début de fonction. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour retrouver une école de la République qui ne reflète pas les inégalités sociales, qui permette aux enfants des quartiers populaires
d'accéder à un niveau d'éducation comme les autres. Comment bien préparer la rentrée 2020? Ça doit être quoi l'école de demain pour toi? Alors, je crois qu'effectivement, l'école de demain, sa question centrale, ce qui devrait être sa préoccupation centrale, c'est comment on peut faire pour que, dans un monde où les inégalités sociales sont croissantes, comment on peut faire pour que l'école essaie de les réduire le plus possible, et en tout cas ne les traduise pas systématiquement dans des inégalités scolaires. Bon, il ne suffit pas de dire il y a qu'à, hein, c'est une question très très compliquée parce que ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question, je dirais, de structure culturelle, si on peut dire, de notre monde, qui en fait, en définitive, a de la peine à se débarrasser de la raison fondamentale pour laquelle on a créé l'école, qui est une raison en fait de vouloir sélectionner une élite, hein, qui est une raison de vouloir créer à la fois des gens qui sont amenés à diriger le pays, des gens qui sont amenés à avoir des emplois très qualifiés pour des postes très spécialisés, et puis d'autres gens pour qui on a des ambitions beaucoup plus réduites. Donc, la première chose qui est fondamentale, c'est de vouloir d'une école qui est l'école de l'émancipation de tous. C'est-à-dire rappeler que, en fait, la fonction première de l'école, c'est pas d'accompagner quelqu'un vers un emploi. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas y contribuer, hein, mais la fonction première, c'est pas ça. La fonction première, c'est d'émanciper les citoyens. C'est de leur permettre de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Parce qu'à partir du moment où on comprend ce monde, eh bien, on peut à ce moment-là choisir de le faire évoluer, choisir de le faire changer. Et s'il y a bien une chose que cette crise du Covid nous dit de manière forte, c'est qu'on va devoir interroger un certain nombre de fonctionnements de ce monde, et notamment un certain nombre de fonctionnements économiques de ce monde. Donc, l'école, sa première mission, ça doit être cela. Ça doit être donner à chaque citoyen la possibilité de penser dans le monde, de penser le monde dans lequel il vit pour pouvoir agir dans ce monde. Ça, il ne suffit pas de le dire comme ça demande tout un tas de choses, ça demande tout un tas de ressources. Bien sûr, ça demande des ressources matérielles, c'est-à-dire ça demande la possibilité, y compris en termes, quand je dis matériel, je veux dire de ressources financières, y compris en termes de ressources humaines. Il faut que l'école dispose davantage d'enseignants, davantage de personnel, parce que c'est une nécessité. Ça ne fait pas un miracle en soi, hein. Ce n'est pas parce qu'on crée des moyens qu'on transforme l'école à l'automatique. Mais par contre, on ne la transformera pas si on n'a pas de moyens. Et puis l'autre aspect qui est très très important, c'est qu'il faut vraiment ouvrir un vrai débat culturel sur l'école. C'est-à-dire, c'est quoi l'école? Ça veut dire quoi de dire que tout le monde doit réussir? Est-ce que ça veut dire que nous continuons en fait à favoriser des petits profits individuels en fonction de ce que les parents ont envie que leurs gamins fassent? Ou alors est-ce qu'on se bagarre pour essayer de penser ensemble à la manière avec laquelle l'école est vraiment capable de démocratiser les savoirs, de démocratiser une culture commune? Vous savez, dans un temps où il y a quand même des tensions sociales dans notre pays qui prennent parfois des formes gravissimes, y compris au travers d'événements très tragiques, une des priorités absolues que nous devons avoir, c'est celui de la construction d'une culture commune qui permet en fait que nous puissions partager l'emploi, partager l'activité culturelle, partager la vie sociale, que nous puissions le faire à partir de valeurs que nous partageons, de valeurs qui sont celles de la République, hein, celles de la liberté, celles de l'égalité, celles de la fraternité. Tout ça, c'est ça que l'école doit continuer à avoir comme ambition quand elle dit construire une culture commune. Parce que, attention, ce n'est pas une leçon de morale dont je parle, moi. C'est pas défendons l'égalité parce que c'est bien de défendre l'égalité. Non, c'est permettre une construction intellectuelle. L'émancipation, c'est ça, c'est une émancipation intellectuelle, culturelle, qui va se mettre au service d'une émancipation sociale. Et bien pour tout ça, il faut à la fois repenser le projet de l'école, repenser la fonction qu'elle doit avoir dans une société, lui donner les moyens humains et matériels qui sont nécessaires pour le faire. Et puis, je le redis, beaucoup aider les enseignants par la formation, par la réflexion. Vous savez, lorsqu'on a une école comme aujourd'hui qui, de plus en plus, laisse aux manettes, si je peux dire, des gens qui n'ont pas de formation, comme sont par exemple un certain nombre de contractuels, qu'on recrute comme ça, qui font la classe sans qu'on les ait vraiment aidés à réfléchir à ce que sont les enjeux de l'enseignement. Alors, entendez bien, ce n'est pas un jugement que je porte sur eux, hein. Beaucoup sont très consciencieux et font les choses le mieux possible. Mais par contre, on ne leur a pas donné la chance de pouvoir réfléchir à cette question de l'école dans ses dimensions politiques et sociales que j'évoquais tout à l'heure, et puis on ne leur a pas donné non plus la possibilité de développer des compétences professionnelles. C'est indispensable pour enseigner.
savez, les parents qui ont dû, pendant le confinement, s'occuper des leçons de leurs enfants, ils ont découvert une chose, c'est que ce n'était pas si facile qu'on l'imaginait. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire fais ça, fais ça. Et tout d'un coup, toutes les questions qui sont liées à la compétence didactique et pédagogique des personnels sont apparues comme des clés indispensables, comme des nécessités absolues. Voilà ce qu'il faudrait donc pour l'école de demain. Renouer avec une formation professionnelle des enseignants, réinvestir. Et là, voilà que nous arrivons dans une question qui est encore plus large, qui est est-ce qu'un jour ou l'autre, on va prendre conscience que derrière l'idéologie dominante du néolibéralisme qui n'arrête pas de nous répéter qu'il faut arrêter de dépenser de l'argent, que l'État doit faire des économies, qu'il faut réduire l'investissement de l'État dans l'action publique, eh bien, est-ce qu'un jour, on va aider aussi les gens à se rendre compte que ce principe-là est en fait un principe qui sert une idéologie particulière et pas du tout l'intérêt de tout le monde, et certainement pas l'intérêt des classes populaires. Eh bien, ce jour-là, on comprendra que l'école, ce n'est pas une dépense, qu'au contraire, l'école, c'est un investissement. Et que donc l'argent qu'on met dans l'école, ce n'est pas de l'argent qu'on gaspille pour les générations futures. C'est au contraire de l'argent qu'on investit dans les générations futures et qui permettra à notre société de continuer à vivre dans les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont les siens. Merci Paul pour cet éclairage et on a Je t'en compris prie. que la priorité c'était la sécurité des enseignants et des enfants, qu'il fallait écouter la parole des maires et que l'école sera un des gros chantiers du jour d'après, mais qu'il faudra se battre pour imposer aujourd'hui une autre idéologie que celle du néolibéralisme. Merci encore à toi. Je t'en prie. Au revoir.